Le grand rendez-vous sur l'éducation burkinabé, les assises nationales ont débuté aujourd'hui à la suite des formats régionaux. Cette rencontre réunit des experts de l'éducation sur 72 heures. Ils vont travailler à dégager un nouveau pacte national en faveur du développement de l'éducation au Burkina. Le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, cité dans le procès Thomas Sankara. Le témoignage du jour révèle que l'homme a joué un grand rôle dans l'assassinat du président Sankara. Il aurait introduit en tant qu'espionne au Burkina Chantal Compaoré, l'épouse de l'ancien président Blaise Compaoré. Et puis enfin au Mali, des citoyens réagissent sur la liste des personnalités sanctionnées par la CEDEAO. Pour résumer les propos que vous allez entendre en fin de journal, les sanctions sont pour les Maliens injustifiées, purement politiques ou encore acceptables. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Une attention particulière portée sur l'éducation au Burkina à travers les assises nationales sur l'éducation ouvertes ce matin. Sous la présidence du chef de l'État, les travaux vont durer 72 heures. Les insuffisances dans l'éducatif seront exposées en vue donc de donner l'occasion de procéder à de fortes réformes pour améliorer ce secteur dans tous les plans. Pour cette rencontre, de nombreux experts sont réunis à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture ce matin avec Mamétria Nakamabou. Après une série de rencontres consultatives auprès de plusieurs institutions et des assises régionales, place maintenant aux assises nationales de l'éducation nationale. Quelles réformes et stratégies d'action pour développer l'éducation nationale? C'est autour de ce thème que d'anciens ministres, experts et autres partenaires de l'éducation vont proposer un nouveau pacte national pour une éducation résiliente et de qualité. À ces assises nationales de l'éducation nationale, vous êtes conviés à apporter vos contributions à la construction d'une école solide et forte, en phase avec les aspirations des communautés et les réalités socio-économiques de notre pays. Au regard de vos expériences et de vos compétences, je ne doute pas un seul instant que vous mettrez tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés à ces assises. Il est attendu de ces travaux des propositions d'action fortes à même d'aboutir à des changements profonds du système éducatif. C'est un plat de résistance qui sera servi aux différents participants des assises nationales de l'éducation. Au total, 12 thématiques sont à développer durant ces 72 heures. Pour le ministre de l'Éducation nationale, c'est un renouveau du système éducatif qui est recherché. On veut échanger sur le bilan de la mise en œuvre, son lien avec la qualité du système et les perspectives, la question enseignante, la question de la dynamisation donc de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle qui est essentielle pour le développement, l'auto-emploi et le développement de notre pays, la question donc de la résilience du système éducatif face aux multiples crises et aux violences en milieu scolaire, la crise sécuritaire, la fronde sociale, la question du financement de l'éducation aussi reste une thématique essentielle. À l'issue des assises, la tâche reviendra au Conseil des ministres de prendre les décisions finales. Raison pour laquelle, selon Stanislas Ouaro, tous les acteurs intervenant dans l'éducation, notamment ceux du privé, ont été conviés. L'opposition politique, elle, s'est retirée de toutes les instances nationales en cours, y compris ces assises. Pour nous, les assises nationales n'ont pas de coloration politique. C'est pour rendre notre système éducatif résilient face à un certain nombre de crises qui minent le système. Et donc, participer à la réflexion de ces assises-là, c'est aussi contribuer à la lutte contre le terrorisme. Et pour nous, quand des gens décident de ne pas participer, à vous de faire donc à tirer les conclusions. Nous considérons que tous ceux qui participent en même temps de cette façon à la résilience du système et en même temps à la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Le président du Faso a, au cours de cette cérémonie d'ouverture officielle, sollicité l'adhésion et l'accompagnement de tous les Burkinabés et de tous les acteurs de la communauté éducative autour de l'éducation. Dans le cadre du projet Promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité, Promesse FP,
L'ONG Aflatoun International a initié aujourd'hui une formation axée sur l'éducation sociale et financière. C'était au profit des maîtres et formateurs. Les notions d'éducation sociale et financière sont en effet pour Aflatoun International la base pour accompagner efficacement les enfants et les jeunes également afin qu'ils soient indépendants sur tous les plans à l'âge adulte. Des précisions dans ce reportage de Fatima Tanikima. Apprendre en s'amusant, une nouvelle approche pédagogique mise à la disposition de ces acteurs du monde éducatif et de la formation professionnelle. Cette formation de Aflatoun International, axée sur l'éducation sociale et financière, ambitionne d'améliorer l'accès des jeunes filles et des femmes à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité. Elle doit surtout permettre aux participants de vulgariser cette nouvelle approche afin d'amorcer une réelle contribution à la résolution des problèmes qui touchent les jeunes, mais aussi les femmes. Cet outil pédagogique peut être appliqué pour toutes les leçons. Ok? Hier, ils ont vu le théâtre d'image, ils ont vu le brainstorming. Donc, il y a beaucoup d'approches pédagogiques que nous leur apprenons pour qu'ils soient capables à leur tour d'aller encadrer, on va dire, efficacement les jeunes afin qu'ils aient de nouvelles compétences en éducation sociale, en éducation financière. L'objectif de cette formation est également de mettre en place des compétences nationales en matière d'éducation sociale et financière dans l'optique d'accompagner la mise en œuvre du projet dans les régions d'intervention. Et cela à travers l'appropriation des outils et documents sur l'approche Aflatoun par les participants. Nous avons l'habitude, quand nous formons, de partir avec quelque chose de déjà préparé. Donc, pour donner aux promoteurs ou aux jeunes. Mais là, on nous a appris une autre façon de faire. Il faut aller avec les besoins de l'apprenant, avec ce que les jeunes veulent, pour maintenant co-construire avec eux ce dont ils ont besoin et leur donner donc réellement ce dont ils ont besoin. Donc je pense que c'est une méthodologie, des techniques d'animation qui vont vraiment nous permettre de renforcer nos capacités, qui vont nous permettre de toujours œuvrer pour le bien donc du public cible auquel nous nous adressons. Les organisateurs de ce renforcement de capacités constitués en consortium se disent satisfaits du déroulé des sessions de formation. Depuis la semaine passée que nous sommes dans ces sessions de formation, nous pouvons affirmer que nos objectifs sont en processus d'être atteints. Parce que quand nous regardons ce qui se passe, on se rend compte que, comme leçon apprise, les acteurs attendaient ces types de formations, ces types d'approches qui sont centrées vraiment sur les apprenants. Et donc, ce que nous on fait, on se rend compte qu'on ne leur apprend pas de nouvelles choses forcément, mais on réveille en eux, on leur donne les réflexes de compétences, de connaissances et de confiance afin qu'ils puissent être des vecteurs de changement au niveau des jeunes et des apprenants, des centres de formation et au niveau des établissements scolaires. Le projet Promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité dans les régions du Nord, du Sahel, de l'Est et du Centre-Nord a débuté le 1er mai 2021 et compte s'étendre sur 44 mois. Il est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso. La page procès dans ce journal, celui Thomas Sankara pour commencer. La suite des témoignages aujourd'hui mentionne le nom, comme je vous le disais en titre, de l'ancien et feu président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Ce dernier aurait planifié de dégrader les relations entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara à travers une espionne. Chantal Compaoré, épouse donc de Blaise Compaoré, originaire de la Côte d'Ivoire. Le témoin qui fait ces révélations est Étienne Traoré, enseignant d'université. Des détails avec Abdoulaye Migné. À la barre ce 18 novembre, Étienne Traoré a livré son témoignage sur les événements du 15 octobre 1987. Enseignant d'université, l'homme déclare qu'il a été naïf, lui qui a fait des missions à l'étranger pour expliquer les circonstances de la mort de Thomas Sankara. Il affirme « J'étais convaincu que c'était un accident. Blaise m'a dit qu'il y a eu un problème entre eux. Ils se sont tirés dessus et Sankara est mort. » C'est donc plus tard qu'il dit avoir compris que l'action était planifiée. Un témoignage qui démontre le rôle joué par Blaise Compaoré et qui dédouane du même coup Gilbert Diendéré selon ses avocats. Là, nous pensons qu'effectivement, ce sont des affabulations. Là, ce sont des affabulations. Si effectivement, il a dit ça effectivement à Étienne Traoré. Et d'ailleurs, donc, ce n'est pas la seule affabulation.
Il y a d'abord donc le complot des 20 heures qui était juste une invention de toute pièce. Il y a également, il dit qu'il y a eu des morts de part et d'autre. Mais vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas eu de morts de part et d'autre. Il dit qu'il allait faire un bilan. Jusque-là, bon, on n'a pas de bilan. Donc nous pensons, comme tout le monde, que ce sont des affabulations. Donc ça ne peut pas intéresser notre client. Étienne Traoré déclare par ailleurs que c'est Félix Houphouët-Boigny qui a comploté contre Sankara. Les déclarations de Thomas Sankara ne lui plaisaient pas. Il a fait envoyer Chantal comme espionne et c'est elle qui, selon ses dires, a dégradé la situation entre Sankara et Blaise. Il affirme également que Blaise nourrissait l'ambition de tuer Sankara depuis 1983. Il poursuivit en relevant que quand Jean-Baptiste Ouédraogo avait été renversé, c'est Blaise qui voulait prendre le pouvoir, mais il n'avait pas la masse avec lui. Est-ce qu'on peut imaginer que des soldats tuent accidentellement un président d'un pays parce qu'il y a juste un geste de la main? Donc voilà, là je pense qu'on commence à mettre les pièces du puzzle en forme et qu'au fur et à mesure des témoignages, on aura un petit peu plus de clarification sur comment les choses se sont passées avant, pendant, on a quand même eu les déclarations des personnes qui étaient au Conseil de l'Entente, mais les éléments qui se passent avant et les éléments qui se passent après permettent aussi de comprendre la globalité des faits. L'audience se poursuit le lundi 22 novembre avec le témoignage de Boniensa Arsène Yé, médecin militaire au moment des faits. Il a commencé son témoignage ce 18 novembre. Il dit avoir été reçu par Blaise Compaoré le 16 octobre 19... Toutes nos excuses pour ce reportage qui ne se termine pas. Vous aurez certainement la suite dans nos prochaines éditions. Et pour ce qui est du procès, affaire contrebande aggravée de carburant, 13 prévenus ont été auditionnés ce mercredi. Ils sont pour la plupart accusés d'importation illégale de carburant, de mise en danger d'autrui, d'atteinte à la réglementation sur la distribution de carburant et de recel de carburant. Ces faits sont reconnus par certains, mais d'autres se réclament innocents. On en parle avec Maxime Jeune-Bambara. Toutes nos excuses pour ces difficultés techniques. Nous poursuivons ce journal donc avec l'ouverture ce mercredi d'un atelier de formation sur les droits humains au profit des acteurs de l'administration pénitentiaire. Durant 72 heures, le Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique, CIFDA, va clarifier les différents abus dont sont victimes certains détenus, également exposer par la suite les obligations de l'État en matière de respect donc de leurs droits. Une initiative bien accueillie par les autorités pénitentiaires. Reportage avec Mamétri Anakamabou. Les personnes détenues à la prison de haute sécurité ont, selon le Centre d'information et de formation en matière des droits humains, CIFDA, des difficultés pour accéder à la justice. Elles subissent parfois, selon toujours CIFDA, de mauvais traitements à travers le non-respect de leurs droits fondamentaux par les gardes de sécurité pénitentiaire. Et c'est dans le souci de sensibiliser au respect des droits de ces détenus que le CIFDA a organisé cet atelier de renforcement de capacité au profit du personnel pénitentiaire. L'objectif de cette session est de renforcer les connaissances et aptitudes du personnel pénitentiaire sur les questions des droits humains. Quand on connaît la spécificité de cette prison, on s'est dit qu'il est de bon droit que nous puissions justement renforcer les compétences et les capacités de ce personnel-là dans les questions des droits humains. Ce que nous recherchons, c'est justement de permettre à ce personnel-là, à ces participants, de revisiter justement, de se recycler sur les questions des droits humains et au finish, au résultat de pouvoir les pratiquer justement dans leur travail quotidien quant au traitement des détenus au niveau de la prison de haute sécurité. Cette formation permettra aux participants de connaître les obligations de l'État en matière de droits humains, de réviser et assimiler les normes nationales, régionales et internationales qui encadrent le traitement des détenus. Cela vise aussi à faire connaître et respecter la procédure pénale dans la gestion des dossiers et le traitement des détenus de la prison de haute sécurité. Et au regard de la pertinence de la thématique, les attentes sont multiples.
Nous attendons que nos personnels reçoivent des connaissances qui vont leur permettre de respecter les droits humains en prison, parce que pour nous c'est fondamental. Lorsque les droits humains des détenus sont respectés, il y va de la tranquillité même de la prison, il y va également de la quiétude au sein de nos prisons. C'est un plaisir pour nous en tout cas d'accueillir de telles initiatives que nous encourageons. Cet atelier consiste également à sensibiliser les participants sur les spécificités des détenus au sein de prisons de haute sécurité. 20 acteurs pénitentiaires prennent part à cette formation. Elle dure 72 heures. Je propose de revenir sur le procès affaire contrebande aggravée de carburant. Je vous le disais tout à l'heure, 13 prévenus ont été auditionnés ce mercredi. Ils sont pour la plupart accusés d'importation illégale de carburant, notamment de mise en danger d'autrui, d'atteinte à la réglementation sur la distribution de carburant et de recel de carburant. Nous en parlons donc dans ce reportage de Maxime Jedbambara. Lassane Dayamba est le premier prévenu à passer à la barre ce mercredi 17 novembre dans la suite de l'audience du procès affaire contrebande aggravée de carburant. Poursuivi pour importation illégale de carburant, mise en danger d'autrui et atteinte à la réglementation sur la distribution de carburant, le prévenu reconnaît les faits à lui reprocher. Il dit s'approvisionner chez son fournisseur Dialga Karim pour ensuite livrer nuitamment à ses clients, que sont les gérants de petites stations et ceux à moindre coût, comparativement au prix de la Sonabi. Depuis fin 2018 qu'il a commencé la contrebande, il dit importer du Bénin vers Ouagadougou 3 fois dans le mois 70 barriques de carburant. Lassane Dayamba affirme par ailleurs n'avoir jamais donné l'origine de son carburant. Des déclarations que son avocat juge logiques comparativement à son procès verbal. Mon client est celui qui a tout reconnu. Il a tout reconnu. Il n'y a pas de discussion sur la culpabilité. Maintenant, nous verrons dans quelles circonstances, bien sûr, parce qu'il est même gravement malade. La preuve, c'est qu'il a obtenu sa liberté provisoire et pour cause de maladie. Et de ce point de vue-là, je pense que le tribunal aussi fera une application extrêmement modérée de la loi pénale par rapport en fait à sa situation de santé. Gérant d'une station, Daouda Kabouré, deuxième prévenu auditionné, dit avoir recours au service de Lassane Dayamba lorsqu'il est en rupture de stock et que son fournisseur, Fama Energy, tarde à livrer sa commande. Poursuivi pour recel de carburant, Daouda Kabouré dit avoir pris 5 fois 12 000 litres de carburant auprès de Lassane Dayamba. Mais jamais aucun bon de livraison ne lui a été délivré. Il dit être dans le métier depuis 2014, mais sa collaboration avec Lassane Dayamba date de juillet 2021. Tout comme ce dernier, Gustave Yougbaré nie ne pas savoir la provenance du carburant que lui livre M. Dayamba. Gustave Yougbaré est poursuivi pour recel de carburant et depuis décembre 2020, c'est environ 20 000 litres de carburant commandés auprès de M. Dayamba. Le recel de contrebande suppose qu'il y ait une infraction principale, la contrebande elle-même, et que celui qui reçoit le fruit de la contrebande là ait la pleine connaissance que le carburant qui lui est fourni provient de la contrebande. C'est le travail du parquet. Que le parquet, au terme de cette audience-là, vienne nous dire que M. Kagambega Suleiman, M. Soré Daouda, M. Yougbaré Gustave sont coupables des faits de recel de carburant. Ce n'est pas à nous de faire la démonstration que le recel de carburant est constitué. C'est le travail du parquet. Donc nous sommes très sereins sur ce plan-là. Sada Kanfo, surnommé le vieux père par le parquet pour ses 20 ans d'expérience dans le métier, reconnaît avoir importé du carburant du Bénin vers le Burkina Faso. Mais à l'en croire, il aurait arrêté l'importation du carburant depuis 2017, date à laquelle il est tombé en faillite. Pour faciliter l'entrée de son carburant sur le territoire burkinabé, il dit proposer de l'argent au poste de contrôle de la police, de la gendarmerie et de la douane préalablement identifiés. Contrairement à ses déclarations dans l'enquête préliminaire, Sada Kanfo nie ne pas faire de la contrebande depuis 2017. Quand vous demandez à quelqu'un est-ce que vous avez fait du carburant, pour traduire est-ce que vous avez fait de la fraude du carburant, ici vous dites oui j'ai fait. Et M. Kanfo ne le cache pas, il dit qu'il était, comme le parquet l'a dit, le vieux père. Parce que il y a pas tous ceux qui sont arrêtés là sont des jeunes par rapport à lui dans le trafic. Mais aujourd'hui, lui, il n'est plus à ça.
il a donné les motifs. Il a été pris à 3 reprises quand on vous prend avec le carburant de fraude, on confisque le carburant et puis on confisque les moyens de transport. Donc ça fait que lui, il n'a plus les moyens pour faire du carburant. Donc ça, depuis 2017, il est assis et il n'a plus de moyens pour faire le trafic. Alors, est-ce qu'on peut poursuivre quelqu'un aujourd'hui pour des faits de 2017 ? C'est la question de droit qui est posée. Au total, 13 prévenus ont été auditionnés ce mercredi 17 novembre. Si certains reconnaissent les faits à y reprocher, d'autres par contre nient complètement faire de la contrebande. L'audience se poursuit ce jeudi 18 novembre au tribunal de grande instance de Ouaga 1. Ouverture ce jeudi de la 2e session du cadre national des acteurs de l'inclusion financière au Burkina. La rencontre va durer 48 heures et donner lieu à des échanges sur les différentes facettes de l'inclusion financière. Dans un contexte sécuritaire délicat au Burkina, donc, les travaux ont été lancés par le ministre en charge de l'économie et des finances. Reportage avec Serge Kabouré. Tribune d'échange sur les préoccupations des acteurs de l'inclusion financière au Burkina Faso, la 2e édition du cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière s'est ouverte ce jeudi à Ouagadougou. Il est placé sous le thème « Inclusion financière et défis sécuritaires au Burkina Faso, quelle innovation pour un meilleur accès des populations aux produits et services financiers ». La centaine de participants à ce cadre d'échange entend mener les réflexions sur 2 enjeux majeurs. Il y a d'abord l'enjeu sur l'offre des services financiers qui est menacée, parce que quand il y a l'insécurité, alors ceux qui offrent les services financiers, naturellement le premier réflexe est de sécuriser leurs activités. Alors ça ferme, alors que le taux d'inclusion même est faible. Alors donc si eux ils ferment, c'est un problème. Deuxième enjeu, c'est par rapport à la demande. Les gens sont en insécurité, donc ils n'ont plus l'esprit aux opérations financières et autres. Donc vous savez que quand il y a une insécurité, le premier réflexe de l'homme, donc, c'est rechercher sa dignité et non autre chose. En raison de la situation sécuritaire, le bilan de l'inclusion financière au Burkina Faso présente toujours des défis selon les données de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes quand même à un taux de 75%. Ça veut dire quand même qu'il y a 25% encore de la population, c'est à peu près 6 millions de jeunes, d'adultes qui n'ont pas encore accès ou qui ont perdu l'accès aux services financiers et aux autres prestations financières. La situation sécuritaire conjuguée au grand banditisme entraîne des conséquences néfastes sur le secteur financier, selon les mots du ministre en charge de l'économie qui s'est fait représenter par son secrétaire général. Du côté de l'offre, les fournisseurs de services financiers ne parviennent plus à offrir des produits et services financiers dans les zones en proie à l'insécurité. En ce qui concerne la demande, la faiblesse des revenus des populations victimes d'insécurité, surtout en milieu rural, limite leur consommation en produits et services financiers. Ce constat amer traduit un recul en matière d'accès, d'utilisation des produits et services financiers par les populations, notamment les acteurs du monde rural, les femmes, les jeunes, les petites et moyennes entreprises. Dès lors, il se pose la question de la problématique du maintien des populations dans l'inclusion financière, toute chose pour laquelle le présent cadre de concertation entend formuler des recommandations à l'issue des travaux. Question de santé, le ministère en charge du secteur a lancé ce matin le site web de la plateforme nationale d'information pour la nutrition. Il s'agit d'un projet d'envergure internationale qui vise à contribuer au renforcement du système d'information des pays et améliorer leur capacité d'analyse des données en matière de nutrition. Donc, le site web dont cette lancée vient donc rendre disponibles les données relatives à la nutrition au Burkina. On en parle avec Sanata Siré. La malnutrition, c'est la conséquence d'une alimentation insuffisante en quantité comme en qualité. Elle se présente sous 2 formes, à savoir la malnutrition chronique et la malnutrition aiguë. Au Burkina Faso, plus de 500 000 enfants de moins de 5 ans étaient atteints de la malnutrition aiguë en 2020, selon l'UNICEF. Et chaque année, environ 26 000 enfants âgés de moins de 5 ans en meurent. Le site web de la plateforme nationale d'information pour la nutrition qui vient d'être lancé va donc permettre de rendre accessibles toutes les informations relatives à la malnutrition au Burkina Faso et faciliter la planification et la prise de décisions stratégiques en faveur de la nutrition.
Il est désormais facile pour tous, à travers ce canal, d'accéder à un éventail d'informations, de données en matière de nutrition. Je me réjouis de la concrétisation de cette initiative qui témoigne de la vitalité des actions et des interventions de lutte contre la malnutrition au Burkina Faso. En outre, en plus d'être un moyen de capitalisation des acquis en matière de nutrition, cette plateforme apparaît comme une véritable vitrine de partage d'expériences, de bonnes pratiques de notre pays en matière de lutte contre la malnutrition. Ce site web est désormais accessible sur tous les supports électroniques, selon le directeur de l'information et management à l'information statistique de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Ça veut dire que ce site est accessible à travers le lien et à l'adresse www.nutrition.bf. Voilà, donc à travers cette adresse, vous pouvez accéder à une panoplie, en tout cas d'informations sur la nutrition, que ce soit sur l'actualité et les indicateurs du plan stratégique multisectoriel en matière de nutrition et aussi d'autres indicateurs en lien avec la nutrition au niveau de notre pays. Il faut dire que les principales fonctionnalités, c'est une application web, voilà, accessible en tout cas sur l'ensemble des supports électroniques que nous avons, c'est-à-dire des ordinateurs ou par exemple des smartphones que nous utilisons tous. On peut accéder à travers ces différents supports. L'initiative Plateforme nationale d'information pour la nutrition, faut-il le rappeler, est un projet d'envergure internationale conçu par le mouvement Scaling Up Nutrition. Elle est actuellement mise en œuvre dans plusieurs pays partenaires de l'Union européenne. Cette plateforme existe grâce au soutien des partenaires techniques et financiers, à savoir la Commission européenne, le département du développement international du Royaume-Uni et la fondation Bill et Melinda Gates. Et dans le reste de l'actualité, nous nous intéressons au Mali. La CEDEAO a dévoilé hier mercredi la liste des personnalités sous le coup de ces sanctions annoncées au dernier sommet à Accra. Sur cette liste, le ministre de Transition, Shogel Kokalamaïga, la grande majorité des membres du gouvernement, ainsi que tous ceux du Conseil national de transition. Ces derniers sont interdits de voyager. Leurs avoirs et ceux de leurs familles sont gelés également. Mais toutes ces sanctions, au micro de Bourema Soulo, sont pour certains Maliens injustifiées, purement politiques ou encore acceptables. Regardez. Je pense que la sanction ne devrait même pas être faite parce qu'à partir du moment où le Mali se trouve dans une situation difficile et ces gens, les membres de la CEDEAO sont nos amis, à partir du moment qu'ils sont nos amis, ils ne doivent même pas sanctionner. Mais à partir du moment où ils sanctionnent et que le ministre des Affaires étrangères n'est pas sanctionné et que le président n'est pas sanctionné, à mon humble avis, je pense que c'est une sanction pour sanctionner et je pense que c'est bon. Le Mali peut s'en sortir avec cette sanction. Pour moi, la sanction n'est pas justifiée. Et je dirais même que la CEDEAO, en prenant une telle décision, souffre en même temps le chaud et le froid. Pourquoi ? Parce que depuis un certain temps, depuis le 18 août, la CEDEAO s'est engagée à accompagner le Mali à se relever et à mettre fin à cette crise. Alors, vous voulez aider un pays à se relever, en même temps vous sanctionnez les dirigeants de ce même pays. Et la même CEDEAO, je me rappelle très bien avant les élections de 2018, avait alerté les autorités maliennes que le Mali ne doit plus aller à une élection sans aller à une réforme des textes, surtout les textes régissant les élections. Alors, encore une fois de plus, la CEDEAO va en contradiction avec ce qu'elle a dit. Une sanction, c'est purement politique. À mon avis, la sanction est purement politique. Le Mali n'a même pas fait de coup d'État. La sanction devait toucher tout le monde. Elle ne devait pas épargner le président de la transition et le ministre des Affaires étrangères. Je pense que la CEDEAO prépare un complot contre le Mali. Normalement, on doit discuter entre nous les Maliens. Sinon, dire que certains peuvent voyager pendant que les autres sont interdits de voyage, c'est un complot contre le peuple malien. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, je vous retrouve dans l'édition de 7h30. Merci de nous avoir suivis également. Bonne suite sur notre télé.